sens le fruit, tu sens le bois. À la fin, il est tout doux. Belle découverte, merci. Voilà, t'es un privilégié là. Bon. Et je dans un fût alors. Ça sera possible. Un camp, il sera parfait. Dans le Bordelais, le vigneron Bastien Mercier organise une petite dégustation privée dans son chai. À cette époque de l'année, ses cuves devraient être vides, mais il lui reste encore 600 000 € de vin à écouler. Vous voyez, en face, vous avez des cuves vides. Et là, c'est un point positif, parce que ça veut dire que nous les avons vendues. Alors qu'ici, toute cette rangée de cuves qui est pleine, eh bien, c'est plus compliqué, parce que ceux-là ne pourront pas recevoir la prochaine récolte. Ouais, je me demande comment on a fait pour en être arrivé là, alors que bon, c'est vrai que c'est quand même l'ADN de notre territoire, ce genre de produit. Donc ça fait mal au cœur, vraiment. Le domaine est proche de la faillite. C'est le cas d'un tiers des exploitations viticoles de la région. Se réinventer pourrait-il être la solution ? Chez les Mercier, on est vigneron depuis 4 générations. Comme de nombreux autres exploitants du Bordelais, la famille a misé sur le marché chinois pendant plus de 20 ans. L'Asie de l'Est représentait jusqu'à 60% de ses revenus. Mais depuis quelques années, les ventes vers la Chine ont diminué de moitié. Non seulement le pays produit désormais du vin rouge, mais il s'est également tourné vers de nouveaux partenaires commerciaux. C'est-à-dire qu'on nous a toujours demandé de produire plus pour répondre à des marchés. Sauf qu'aujourd'hui, quand tous les marchés tombent, eh bien, là, ça devient extrêmement difficile. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne le vend pas, on le donne, le vin. Aujourd'hui, une cuve de 900 litres rapporte entre 500 et 600 € à Bastien, soit 50 centimes d'euros par bouteille, contre 1 800 € auparavant. Il lui faudrait le double pour couvrir ses coûts de production en hausse. Cela ne vaut pas que pour le vin rouge. Ces rosés et ces blancs qui se vendent mieux sont également concernés. La crise de l'énergie a fait grimper en flèche le prix des contenants en verre. Les prix ont augmenté entre 15 et 25% suivant les matières, donc c'est énorme. C'est énorme. Et nous, le prix de vente n'a pas du tout augmenté. Donc sur les clients particuliers, on a mis une légère augmentation parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est encore loin de ce que ça nous coûte. Le Bordelais est célèbre dans le monde entier pour son vin rouge. Ces 5400 exploitations, en premier lieu les domaines de renom, ont dégagé des bénéfices croissants pendant des décennies. Mais aujourd'hui, nombre d'entre elles sont au bord de la faillite. Les cuves sont pleines et les caisses sont vides. Bastien travaille actuellement avec son père. Daniel, 67 ans, a connu l'époque où la famille n'était pas dépendante de l'export. Les crises économiques ne datent pas d'hier, mais celle-ci est sans précédent. On ne peut plus se fier à la traditionnelle loi du marché. Le prix baissait, mais le vin s'en allait. Au jour d'aujourd'hui, le prix, même qui baisse, le vin ne part pas. Même là, le chien. Daniel a arrêté l'école à 14 ans pour travailler dans l'exploitation. Avec mon père, là, je peux vous garantir qu'on en a fait des choses. Hein. On en a fait des choses. Et vous voyez, quand avant qu'il parte, en 2018, il a vu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, les vignes que j'ai plantées là-bas. Il était content de voir ce chai monter. Je peux vous garantir qu'il était content de voir ça. Hein. Parce que lui, il aurait été fier de vinifier dans un chai comme je vinifie au jour d'aujourd'hui. Voilà, mais manque de peau, il n'est plus là, le pauvre. Et s'il savait tout ce qui arrive, eh bien, pourtant j'y vais. Je lui raconte, mais malheureusement, il ne peut rien. L'exemple de notre famille, c'est l'exemple de nombreuses familles en Gironde et en France. On vit encore sous la méthode un peu ancienne où on a besoin de transmettre à la génération suivante. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à transmettre, il n'y a que des dettes à transmettre. On s'est endetté de génération en génération. Et aujourd'hui, je fais partie de la génération qui doit rembourser. La famille a fait de gros investissements pendant des décennies. Elle n'a pas vu arriver la crise.
Élise et Fabien Bougès sont également vignerons. Mais au printemps dernier, le couple a entamé un nouveau projet. Il a créé sa première oliveraie sur cette parcelle. Ça va le sol, ouais. Ouais. Il y a du caillou. On a choisi des oliviers parce que c'est un arbre qui va, on le souhaite, on l'espère, s'adapter un petit peu au changement climatique. Et le but de cette parcelle, c'était d'essayer beaucoup de variétés pour voir lesquelles s'adaptent le mieux à notre climat. Le couple a planté 1 millier d'oliviers sur 5 des quelques 40 hectares qu'il possède. Élise et Fabien viennent tous les jours observer la croissance de leurs arbres. Ce que ça peut être et si c'est un problème. Je vois pas de dégâts en fait. Je vois pas de, il n'y a pas de feuilles mangées, il n'y a pas de bourgeons mangés. Le bout là, t'as vu comme ça a poussé. Ouais, là. ça pousse. Mais là, en fait, là, tu as tout ça là. Ouais. C'est la pousse de cette année. C'est incroyable. Non, mais ça leur a fait du bien. Ouais. Puis je pense que l'engrais aussi. Oui. Le couple compte parmi les premiers vignerons du Bordelais à miser sur cette culture. L'arbre est présent depuis longtemps dans le bassin méditerranéen, mais il n'a jamais été planté à grande échelle dans la région girondine. Ils récolteront leurs premières olives dans quelques mois. On va essayer de faire de l'huile quand même cette année, de ramasser les quelques olives qu'il va y avoir et faire une première pressée pour nous, pour les copains autour. Et sûrement les olives qui seront vraiment parfaites, essayer de faire des olives de bouche, voilà, faire des tests. On est dans la période de test en fait. Après avoir visité leur oliveraie, Élise et Fabien se rendent directement dans leur vignoble. Ils doivent effeuiller les vignes avec leurs employés. Ils produisent du Bordeaux bio depuis plus de 10 ans, une exception à l'époque. Une cuve de 900 litres se négocie actuellement 1 200 €, soit 800 € de moins que dans les bonnes années. C'est ce qui les a incités à passer en partie à l'oléiculture. Mais concilier les deux n'est pas une mince affaire. On est en train de se rendre compte des périodes où les travaux se chevauchent. Donc voilà, ça c'est en train de se mettre en place. Sur les travaux d'hiver, c'est pas compliqué. Sur la récolte non plus, parce que la récolte des olives, c'est après celle du raisin. Voilà, donc sur ça, ça devrait aller. Après, au printemps, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Il y a des décennies, il était courant que les exploitations de la région diversifient leur culture. Il y avait des vaches, du tabac, des moutons, des céréales, des vergers. Dans les années fin 70, début 80, le vin à Bordeaux, ça marchait très très fort. Du coup, tout le monde a arrêté toutes ces activités et on a planté de la vigne partout. Partout. Sur une exploitation, quand il y a plusieurs productions, ça sécurise l'exploitation. Parce que s'il y en a une qui a un aléa climatique, une maladie, quelque chose, et les autres, elles permettent de toujours avoir un revenu. Les Bougès veulent faire revivre cette ancienne tradition. Ainsi, en plus des oliviers, ils possèdent également des poules. C'est avant tout Élise qui s'en occupe. Elle vient ici tous les jours pour les nourrir et récupérer les œufs. Je trouve ça sympa, même si ça a un caractère, un sacré caractère, c'est très curieux. Et c'était une source de revenus rapide, puisqu'on lance la diversification avec les oliviers. Et les oliviers produiront que dans 4 ans. Donc du coup, pendant ces 4 années, il faut quand même réussir à faire rentrer des revenus dans l'exploitation qui me permettront à moi me verser un salaire.
Pour que l'investissement soit rentable, il leur faudrait au moins 500 poules. Le couple prévoit donc de construire un deuxième poulailler. Alors le projet, c'était de les réformer, les mettre à la retraite une fois qu'elles ont fini de pondre. On les réforme au bout de entre 1 an et 18 mois. On change le cheptel. Et l'idée, c'était de les mettre sous les oliviers, en fait, pour qu'elles servent d'auxiliaire à la culture de l'olivier et qu'elles mangent l'hiver toutes les larves qui sont dans le sol. Élise et Fabien tentent toujours d'avoir une longueur d'avance. Dès qu'ils auront récolté suffisamment d'olives, ils prévoient de les vendre dans leur magasin alimenté à l'énergie solaire. Ils comptent également accueillir des touristes pour leur faire découvrir le processus de fabrication de l'huile d'olive. Là, comme ça, tout de suite, on ne peut pas se rendre compte. Moi, je l'ai dans la tête, ce qu'on veut faire. Et ça prendra peut-être un petit peu de temps parce que c'est beaucoup de travail et puis il y a beaucoup d'argent à investir aussi. Mais bon, petit à petit, on va y arriver et c'est enthousiasmant. Pour Bastien Mercier, la situation est tout autre. En raison de la météo instable, ses vignes ont été attaquées par le mildiou. L'ensemble de sa récolte est menacé. Il vérifie constamment l'étendue des dégâts. Il y a des grappes où on sent qu'elles vont être sauvées, mais d'autres où on voit très bien que la maladie, elle se concentre dans le pied. Rien que sur cette parcelle, 80% des grappes sont contaminées. Vous imaginez quand vous voyez la quantité de grappes, la belle récolte que ça allait être, et que vous voyez que tout est quasiment foutu parce qu'il n'y a pas une grappe qui n'est pas attaquée. Ben, c'est quand même vraiment lourd à encaisser. Il arrive un moment où moralement on s'épuise, quoi. On ne sait plus quoi faire. On est tributaire des marchés, on est tributaire des pays étrangers sur leurs achats, on est tributaire des normes, on est tributaire du climat. Il ne reste pas grand-chose pour péter un câble. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment... En fait, c'est un boulot où on ne peut jamais être en sécurité, jamais. Bastien Mercier compte également se reconvertir dans la culture de céréales, destinée à l'alimentation animale et à la fabrication de bière. Pour y parvenir, il souhaite se débarrasser de la moitié de ses vignes. L'État français soutient cette démarche. Environ 10 000 hectares de vignobles devraient disparaître dans les prochaines années, soit près de 10% des surfaces cultivées dans le Bordelais. En contrepartie, les vignerons seront indemnisés, même s'ils décident de transformer leur surplus de vin en alcool industriel ou en gel désinfectant. Pour l'instant, l'argent promis se fait toujours attendre. Mais Bastien Mercier ne veut pas attendre. Dans sa détresse, il a rassemblé ses derniers fonds. Juste à côté de sa cave, il compte ouvrir son propre établissement pour écouler directement son vin. Et aujourd'hui, le client, le touriste, il a envie de voir le viticulteur. Il a envie de voir l'exploitation. Il a envie de voir le lieu où il cultive, le lieu où il travaille. Et pas forcément dans un restaurant chic avec une bouteille dont il ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière. Il souhaite également proposer des plats régionaux et accueillir des concerts. L'ouverture est prévue pour cette année. Ce projet lui permettra-t-il d'éviter la faillite ? Les Français boivent de moins en moins de vin rouge. En 1995, il s'en vendait encore 8 millions d'hectolitres, contre 4 en 2020. Celui de Bordeaux a été particulièrement touché. Philippe Cazot, directeur de la coopérative Bordeaux Families à Sauveterre de Guyenne, veut renoncer à cette filière. À l'avenir, les quelques 300 viticulteurs de la coopérative vont se consacrer à la production d'autres types de vins. En plus du blanc et du rosé, Philippe Cazot mise beaucoup sur le crément. Avant leur départ du site de vinification, des bouteilles sont contrôlées par le directeur et son œnologue. Actuellement, la moitié des vignerons de Bordeaux Families produisent de ce vin effervescent, ce qui leur permet d'échapper en partie aux conséquences de la crise.
Alors, c'est un peu une dualité pour nous, c'est-à-dire des bordeaux rouges difficiles à vendre et difficiles à valoriser, et d'un autre côté des créments où la demande est très soutenue. Donc, voilà, on est un peu entre les deux, mais en même temps, c'est intéressant par rapport à nos vignerons de voir que si on réadapte le produit par rapport aux besoins du marché, on trouve des solutions, on trouve de la rentabilité dans ce que l'on fait. Ils sont faciles à éliminer. Comme le champagne, le crément est issu d'une méthode traditionnelle. 15 000 bouteilles sortent d'ici chaque jour. Les principaux acheteurs sont l'Europe, les États-Unis et le Japon. Et la demande est en hausse. La production devrait doubler dans les 3 prochaines années. Philippe Cazot voudrait également en proposer sur le marché local. Il a rendez-vous chez un caviste bordelais qui vend les vins de sa coopérative. Bonjour Mathias, ça va bien? Ça va et vous? Voilà, ça va. Vous êtes amené à changer par rapport à il y a quelques années en fait l'assortiment? Oui, effectivement, aujourd'hui il y a une demande de la clientèle qui va dans le sens de la découverte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens sont curieux et apprécient de pouvoir découvrir d'autres produits, des nouveautés. Et l'envie d'y revenir en fait. Voilà, faut pas alourdir le vin, faut juste Les deux hommes ont fait le même constat. Ce sont surtout les jeunes qui renoncent au rouge. À la fois, on avait des consommateurs qui étaient relativement âgés, en fait, et qui aujourd'hui disparaissent, en fait, et qui ne sont pas remplacés par une nouvelle génération. Ça, c'est un premier fait. Et puis le deuxième fait, c'est que je pense que la nourriture elle-même va changer, les repas changent, les formats de repas vont changer, les gens se mettent moins à table, ils consomment aussi moins de viande, donc moins de viande, moins de vin rouge. Voilà, donc je pense que Bordeaux a besoin à un moment donné de se réinventer aussi et d'imaginer d'autres produits à l'intérieur de la sphère Bordeaux. Jusqu'à présent, seul 1% environ du vignoble bordelais est destiné au crément. Or, la demande va croissant. Rien qu'en France, les ventes ont augmenté de 7% au cours des 5 dernières années. À l'exportation, la hausse est même de 57%. Le directeur de la coopérative accompagne ses vignerons dans le processus de production. Lionel Bouteau a cultivé des cépages rouges pour Bordeaux Families pendant 5 ans. Mais il enchaînait les pertes. C'est ce qui l'a incité à se mettre au crément cette année. La reconversion a été facile. En effet, l'effervescent peut aussi être élaboré à partir de raisins rouges. Il faut adapter la vigne juste à la taille. Après, le travail reste le même. Hein. Alors pas des feuillages, il faut que les raisins mûrissent à l'ombre de leurs feuilles. Les techniques ne sont pas exactement les mêmes. Par rapport au Bordeaux, en fait, normalement on effeuille, mais là on n'effeuille pas. Et puis après, on ramasse beaucoup plus tôt. Et on ramasse à la main. L'objectif du rendement est plus élevé, dû au fait qu'il faut mettre un peu plus d'engrais. Et puis après, Lionel finit les vacances au mois d'août. Hein. Il va falloir, oui, on les prendra après. Il va falloir se préparer à ramasser très tôt, puisque on va paraître quand même une année très précoce aussi, cette année. En revanche, pour ceux qui veulent passer du raisin à d'autres cultures, la tâche s'avère moins aisée. Comme le Bordelais s'est entièrement consacré à la vigne pendant des décennies, les viticulteurs n'ont aucune autre expérience agricole. Fabien et Élise Bougès, qui viennent de démarrer une oliveraie, ont ainsi encore beaucoup à apprendre. Les deux novices reçoivent la visite d'Hélène Lasserre. Elle dirige le service de recherche de l'Association nationale de l'olive, France Olive. Elle étudie les plantations et conseille les oléiculteurs dans tout le pays. Elle est venue vérifier la croissance des jeunes oliviers. Lors de sa première visite, il y a quelques mois, les arbres étaient 2 fois moins grands qu'attendu. Alors, l'attachage, c'est très important. Maintenant, il faut lui dire qu'il est chef, mais qu'on ne va pas le
faut le laisser s'ouvrir. Voilà, C'est ça. on va le laisser s'exprimer. Ouais, oui. Là-bas. Je vais mettre Bougès. Voilà, pour... allez. Hélène prélève des échantillons pour les faire analyser en laboratoire. C'est là que l'identité des arbres sera établie, car à cet âge, il est difficile de distinguer les espèces. Et comme il n'y a jamais eu historiquement d'olivier dans la région, c'est vous qui êtes les pionniers, quoi, qui allez faire toutes ces observations. On va voir comment elle s'exprime, quoi. C'est l'avantage et l'inconvénient d'être le premier, quoi. Tu vas travailler pour les autres. Aussi. C'est pas grave, ça. Après, c'est passionnant parce que tu observes, tu essaies de comprendre, voilà. Hélène n'a rien à redire sur la croissance des arbres. Selon elle, s'ils se développent ici, c'est en raison du changement climatique. La rentabilité du projet, elle, dépendra de nombreux facteurs. Les enjeux, pour eux, c'est de se dire, est-ce que mon olivier va bien pousser sur ce territoire à la Vierge, j'insiste sur ce côté-là. Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de maladies qui vont impacter la végétation, faire tomber les feuilles et donc l'arbre ne va pas bien pousser? Et finalement, ça va être une culture qui va végéter. Et puis, est-ce que finalement, ils vont produire? Et quand? Et combien? Et, j'allais dire, le plus important de l'histoire, est-ce que je vais pouvoir vendre mon huile d'olive? Élise et Fabien comptent récolter leurs premières olives dans 5 mois. Le résultat sera-t-il au rendez-vous? Fin octobre, l'heure de vérité a enfin sonné. Famille et amis ont répondu présents pour aider les apprentis oléiculteurs. Les parents de Fabien sont aussi venus prêter main forte. Ça, c'est des fruits qui ont avorté parce qu'ils n'ont pas été pollinisés. En fait, ça a commencé à grossir, mais comme la fleur n'a pas été pollinisée, ben, ça ne fait pas une olive. Ouais, bon, après, ils sont jeunes, les arbres. Cela fait 10 jours qu'il pleut sans discontinuer. Rien d'anormal pour la région à cette époque de l'année, mais cela pourrait poser problème aux jeunes cultivateurs. Plus il y a de l'eau sur les olives, plus quand on les met dans le moulin, eh ben, cette eau, il faut l'évacuer. On écrase les olives, on extrait l'huile. Et en fait, d'un côté, il y a l'huile qui sort et de l'autre, il y a toute la matière, la pulpe, les morceaux de noyau et tout ça, et l'eau. Donc plus il y a d'eau, plus il y a d'eau à évacuer. Donc plus c'est long de triturer pour extraire l'huile. Donc c'est mieux d'avoir des olives sèches. Comme pour la vigne, la pluie peut favoriser le développement de champignons et empêcher la pollinisation des fleurs au printemps. Le pollen a besoin de sécheresse et de vent pour pouvoir se répandre. Si Fabien et Élise récoltent suffisamment de fruits, ils prévoient de s'en servir pour presser leur première huile d'olive. C'est l'heure du premier test qualité. Par contre, ça sent l'huile déjà. Ça sent l'huile verte, tu vois. Mais il y a beaucoup d'eau dedans. On voit qu'elles sont gorgées d'eau. Donc le rendement en huile, il va être faible. Ah mais ceux-là, on les met pas alors? Pourquoi? Parce qu'on va... Ah, et 5 kilos de plus. Ça fait 22, 27. Ça va faire 3 litres d'huile. On va les mettre dans des petits flacons de parfum, dans des flacons de parfum. On va les mettre. Une fois leurs arbres arrivés à maturité dans quelques années, Fabien et Élise espèrent obtenir entre 6 et 8 tonnes d'olives par hectare. La Chambre d'agriculture de la région estime que les oliveraies pourraient occuper près de 200 hectares de terre au cours des 5 prochaines années. Pour fêter cette première récolte, Élise et Fabien ont organisé un petit apéritif. Merci à tous d'être venus et à la première récolte d'olives. Aux 27 premiers kilos. Aux 27 premiers kilos d'olives. Mais il faudra attendre encore un peu avant que leurs olives soient servies au repas.
Pour rendre des olives comestibles, c'est un travail très précis et très délicat. Ça s'appelle la confiserie, on appelle ça la confiserie comme pour les bonbons. Mais il faut les désamériser parce qu'une olive dans la nature, comme ça, quand on la prend sur l'arbre, si on croque dedans, c'est très très amer, c'est immangeable. Nous, pour le moment, on n'a pas suffisamment d'olives pour les amener chez un confiseur pour qu'il nous les transforme. Et on n'a pas le savoir-faire pour les transformer. Comme pour leur vin, les oléiculteurs recourent à l'agriculture biologique. Ainsi, les olives doivent notamment être conservées dans du sel pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 mois. En conséquence, ils ne pourront probablement pas en vendre avant le printemps 2025. Les parents de Fabien sont fiers de leur fils et de leur belle-fille. À la fois, on aime la tradition, mais en même temps, on pense qu'il faut être ouvert et innover. Donc, ils sont dans cet esprit et donc on aime ça. On trouve ça très, très bien. Mais leurs préoccupations sont ailleurs. Aujourd'hui, donc, il y a vraiment des grosses inquiétudes sur l'agriculture en Gironde. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont dans de telles difficultés qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de se réorienter comme fait Fabien, donc de diversifier, mais il faut investir un petit peu. Et il y a des gens qui sont tellement au fond du trou qui n'ont plus les moyens de le faire. Cultiver autre chose que de la vigne demande non seulement un gros investissement financier, mais aussi beaucoup d'énergie. Pour Élise et Fabien, une année éprouvante s'achève. Ils veulent profiter de l'hiver pour se perfectionner dans l'oléiculture et réfléchir à de nouveaux projets. En 2023, les récoltes ont été désastreuses pour la plupart des vignerons du Bordelais. Le mildiou a fait des dégâts considérables et les aides promises par l'État se font attendre. Entre-temps, Bastien Mercier a ouvert son local. En l'espace de 3 mois, il a déjà vendu 900 bouteilles. Malheureusement, beaucoup de restaurants ne jouent pas le jeu à mettre du Bordeaux sur leur carte et c'est assez décevant parce que nous sommes le département du vin dans le monde. L'objectif de cette guinguette, c'est d'apporter une plus-value au vin et ensuite une diversification sur la viticulture. Ça nous permet aussi de nous faire connaître et donc d'avoir de nouveaux clients. C'est Daniel, le père de Fabien, qui est au fourneau. Je suis super heureux là. Je vois du monde. C'est super et puis on change. Ça change. Non, mais la retraite, ça je vais la prendre. Mais ça ne m'empêchera pas que je viendrai là quand même. Je ne vais pas laisser mon rôle tout seul. Hein. Non, 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 il n'est pas question. Et puis j'ai encore des biens. Hein. Il faut bien quand même que je les fasse tourner quand même. Pendant le premier été, les Mercier ont accueilli ici jusqu'à 150 personnes tous les vendredis. Ce soir, ils fêtent la fin des vendanges avec leurs collègues viticulteurs. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à célébrer. Bastien a perdu 80% de ses récoltes de l'année en raison du mildiou. Mais le succès de son établissement lui a redonné espoir. Ça permet aussi un peu d'oublier les soucis vraiment et de se consacrer à autre chose. Je ne cache pas que c'est ce qui me pousse à continuer à me battre. C'est se dire que voilà, je ne suis pas seul, je suis entouré, j'ai une famille qui va m'aider sur ce projet, qui est présente. Et le fait de ne pas se sentir seul quand on affronte une tempête telle que nous vivons, eh bien, ça fait vraiment chaud au cœur. Les recettes qu'il a engrangées lui ont permis de régler des factures en attente. Il a l'intention d'agrandir la guinguette l'année prochaine et de continuer à se battre pour son héritage, le vin rouge.